Ouais, ouais. Ah oui, bah l'autre, Anderson. Ouais, Anderson, comment il s'appelle? Wes, non, Paul, W, ouais. Ouais, ouais, W, Anderson, ouais. T'as vu ce qu'il a fait avec Resident Evil, là, par exemple? Ouais, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Ah ouais, et puis le personnage d'Alice, là, je sais pas d'où il débarque. Ouais, ouais, ça, franchement, ouais. Ouais, ça vaut pas un Kubrick, hein, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ouais, puis j'aime bien aussi, là, celui qui a fait, The Witch. The Witch, ça, c'est vraiment du fantastique de haut de gamme, quoi, c'est clair. Ouais. Ouais, bon, bah écoute, je te laisse, ouais, oui, je vais aller bosser aussi. Ouais, je te souhaite une bonne journée, allez, à plus. Ouais, on se retrouve samedi prochain. Salut. My name is Alice. I work for the Umbrella Corporation, the largest and most powerful commercial entity in the world. I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive. A giant... Salut à tous. Et ouais, il y a quelques petits plaisirs coupables qu'on peut avoir de temps en temps. Resident Evil en fait partie pour ma part. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre plaisir coupable. Un film qui n'a pas très bonne réputation. Et ma foi, j'arrive pas à savoir pourquoi. Je voulais donc vous parler aujourd'hui d'Underworld, de Len Wiseman. Alors, pas le premier, mais le troisième, Rise of the Lycans, que j'ai revu avec grand plaisir l'autre fois. Toujours avec les moyens du bord, mais ils ont réussi à faire quelque chose de solide et qui constitue une bonne trilogie pour les trois premiers en tout cas. Par la suite, la saga se perd un petit peu à mon sens, mais conserve quand même un certain charme. Donc, j'ai fait un petit montage comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira, et puis je vous dis à la prochaine. Salut, bon film à vous. En 2003, alors que le second Matrix sortait et accaparait l'attention, un petit film fantastique créait la surprise. Tout comme pour le premier volet de la trilogie, initié en 1999 par les désormais sœurs Wachowski, personne ne l'attendait. Le réalisateur signait là son premier métrage. Soutenu par ses amis écrivains Kevin Grevioux et Danny McBride, doués pour le dessin, c'est grâce à ces illustrations que Len Wiseman obtient non seulement l'accord de Kate Beckinsale, mais également la réalisation du projet. Pour votre serviteur, ce fut un choc. Non seulement le film n'était pas mauvais, mais il était aussi beau, classieux, digne d'un comic book, ce qui était le but de Wiseman. Mais surtout, cerise sur le gâteau, les loups-garous étaient enfin redevenus des créatures badass, sauvages et pas véganes pour un sou. On devait leur design au talentueux Patrick Tatopoulos, qui avait travaillé avec Roland Emmerich sur Stargate et Independence Day. D'ailleurs, le réalisateur lui-même avait œuvré sur ces films en tant qu'accessoiriste. Tout comme pour le premier Matrix, le film fut une bonne surprise pour les fans de genre. Il connut suffisamment de succès pour envisager un deuxième opus. La mythologie, déjà riche du premier volet, permettait déjà aisément de développer la franchise, ainsi que la scène finale le laissait présager. Len Wiseman et ses amis remettent donc le couvert et parviennent à réaliser un film encore plus beau visuellement, plus riche narrativement. Toujours avec des loups-garous, des licans comme préfèrent les nommer les auteurs, encore plus spectaculaires, dont un magnifique spécimen au pelage blanc du nom de William. Le talentueux Patrick Tatopoulos est toujours de la partie. Les décors sont gothiques à souhait. Confère ce château sous la neige dans la séquence finale. Le film remporte à nouveau un petit succès et surtout se constitue une fanbase solide, et ce malgré des critiques pour le moins négatives. Parti réaliser le nouveau Die Hard en 2007, puis se consacrant à des projets télévisuels divers dont l'intéressante série Sleepy Hollow, il délègue la mise en chantier de la préquelle d'Underworld, Rise of the Lycans, à son ami Patrick Tatopoulos. Excellent choix
assurant l'intégrité et la cohérence visuelle et narrative de ce concept créé et mis en forme par le trio Wiseman, Grevioux, McBride. Le scénario est rédigé par Danny McBride, Dirk Blackman et Howard McCain. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il tient la route. Alors, amateur d'humour décalé et de clin d'œil aguicheur, passez votre chemin. Ici, on ne badine pas avec les lycans, les vampires et encore moins quand l'amour s'en mêle. On souffre, on trahit, on aime et on le paie cher. Le film se paie le luxe de développer des caractères esquissés dans le premier métrage pour leur donner une profondeur, des nuances, des motivations qui vont les rendre attachants. On suit ainsi le Spartacus des lycans, Lucien, qu'on a connu dans le premier film, sa relation amoureuse et interdite avec la fille du chef des vampires, l'intransigeant Victor, interprété avec une aristocratie sauvage par le talentueux Bill Nighy. Michael Sheen s'est investi physiquement pour donner une allure athlétique à son personnage. Rona Mitra a suivi elle aussi un entraînement intensif pour son personnage de guerrière amoureuse. On retrouve également le personnage de Raze, joué par Kevin Grevioux. Son caractère est développé, et cela rend d'autant plus triste son décès dans Underworld, numéro 1. On doit les fabuleux décors au maître qui nous a offert les décors de la trilogie du Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson, Dan Hena. Le film a été tourné en Nouvelle-Zélande, et bénéficie du savoir-faire local. Les beaux costumes sont dans la continuité des premiers films, et sont dus à la talentueuse Jane Holland, qui nous avait offert des designs réussis pour la série de fantasy Legend of the Seeker, ainsi que la leçon de piano. Un petit cocorico pour les effets spéciaux puisque parmi les boîtes recrutées figure Durand Dubois, une entreprise française qui accomplit un travail sur les créatures, l'animation et le compositing de haute facture. Notons le retour du compositeur Paul Haslinger à la musique, après avoir fait faux bond à la saga dans le deuxième volet. Hélas, malgré toutes ces qualités, le film ne recevra pas de bonnes critiques. C'était déjà le cas des 2 précédents volets. Au box-office, les résultats seront décevants également. Il cumule à 91 millions pour un budget de 35 millions. Le film manquait-il d'humour pour un grand public qui allait accueillir avec enthousiasme la formule Marvel? Espérons que le temps réhabilite ce film, à la fois ambitieux et modeste, et qu'il dépasse son statut de plaisir coupable. Car la trilogie ainsi réalisée constitue un modèle de cohérence qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres sagas. N'hésitez pas à redécouvrir ce petit film, cette petite merveille gothique. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!